Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les Émiratis viennent de payer l'une des plus grosses rançons qui n'ait jamais été payée à des terreaux dans le monde. Il s'agit du groupe JNIM qui opère au Mali et dont on a déjà parlé ici à plusieurs reprises. Et d'après plusieurs sources concordantes, ils auraient perçu une somme de 50 millions de dollars plus des munitions afin de libérer 3 otages, parmi lesquels 2 Émiratis et un Iranien qui ont été enlevés le 23 septembre au Mali. Je vous explique tout cela dans cette vidéo pour que vous compreniez bien le côté sensible de cette information. Alors déjà, il faut savoir que plusieurs pays ont interdit formellement le fait de négocier et de payer des rançons à des groupes terreaux parce que bien évidemment, ceci est un moyen efficace et direct de financer leurs activités. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les pays. Les pays européens, par exemple, ne le font pas, ou du moins officiellement ne le font pas. Ce qui fait que quand il y a des enlèvements qui sont faits, il y a derrière des négociations, mais de façon officielle, rien n'est fait pour pouvoir obtenir des libérations. Ou du moins, on ne paye pas pour cela. On négocie, on peut mettre plusieurs choses sur la balance, mais pas de l'argent. Mais les Émirats arabes unis ne font pas partie des pays qui ont signé ce type d'accord. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des pays qui poussent pour qu'au niveau de l'ONU, ceci soit désormais obligatoire à tous les pays dans le monde entier, qu'on ne paye donc plus de rançon. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et beaucoup de sources disent, notamment l'agence britannique dit que les Émiratis ont versé 50 millions de dollars pour pouvoir libérer 2 otages. Alors, qui sont ces otages? Comment ont-ils fait pour se retrouver là? Je vais vous donner pas mal d'éléments dans ce groupe. Mais ce qu'on sait déjà en tout cas, c'est qu'ils ont été pris par le JNIM. Le JNIM, c'est le groupe dont on a parlé récemment et qui est déjà très présent aujourd'hui au Mali et qui a pour but d'ailleurs d'essayer d'empêcher l'arrivée du carburant à Bamako notamment. Actualité qui fait grand bruit depuis quelque temps. Mais en plus de cette action qu'ils mènent afin de déstabiliser le pays, ils sont aussi dans le même temps en train d'essayer, chaque fois qu'ils le peuvent, d'obtenir des rançons au travers notamment des kidnappings de personnes étrangères. Ils ont donc kidnappé 3 personnes, comme je disais tantôt, et ils ont libéré donc les 3 personnes au niveau de Gao, dans le nord du pays. Et pour cela, donc, ils ont reçu une 50aine de millions de dollars et la livraison de plusieurs tonnes de munitions. Ce qui, bien évidemment, laisse craindre le pire dans le cadre de leurs opérations sur le terrain. Il y a eu des négociations secrètes qui ont duré pratiquement 1 mois. Mais il faut dire que vous compreniez les faits. Comment est-ce que ces personnes ont été prises en otage? Alors, ils ont été enlevés dans un aérodrome qui est situé à une 30aine de kilomètres de la capitale malienne. Cette prise d'otage, malheureusement, a été une de plus qui, bien évidemment, vient rappeler la stratégie que ce groupe-là essaye d'opérer au Mali. Ils multiplient les attaques autour de la capitale Bamako. Ils sont très souvent repoussés par les FAMA, mais de temps en temps, ils parviennent à leur fin. Et notamment le 23 septembre dernier, ils sont parvenus à réussir un enlèvement à côté de la capitale. 2 hommes armés ont pénétré dans le tarmac de l'aéroclub de Tadianabougou, dans la commune de Sanankoroba, à 38 km plus précisément au sud de la capitale. Ils ont capturé 3 personnes, un ressortissant iranien et 2 Émiratis avant de prendre la fuite. Le kidnapping a été revendiqué par le JNIM, qui est la branche sahélienne d'Al-Qaïda. Et on a vu des images d'une vidéo qui a été diffusée par la chaîne Al-Fatah, proche des mouvements djihadistes, montrant les assaillants déambuler dans le hangar principal de l'aérodrome parmi les 5 ULM et Autogir, ainsi que 2 avions monomoteurs. Alors, parmi les otages, même si on n'a pas les noms exacts des personnes, on sait au moins que le propriétaire de l'aérodrome fait partie des personnes qui ont été prises. C'est un ressortissant émirati installé au Mali depuis maintenant plusieurs années. Il a fait construire cette piste goudronnée de 800 mètres, flanquée de 3 hangars et d'une 15aine de bâtiments et d'entrepôts près de Tadianabougou. Il s'agit là d'un village dans lequel il est connu pour avoir mené des œuvres caritatives. L'Émirati, qui a été pris en otage, a d'ailleurs construit une école aussi dans la même zone. Il financerait par ailleurs chaque année la réfection de la route en latérite reliant l'aérodrome à la route nationale 7, qui relie Bamako à Ouagadougou au Burkina. Les 2 autres victimes de cet enlèvement sont un autre Émirati et un ressortissant iranien. Selon plusieurs sources, donc, il y avait des négociations
pour pouvoir libérer ces 3 otages. Mais il faut préciser que cet enlèvement-là n'est pas une première. Le 3 août déjà, le groupe djihadiste diffusait les photos de 6 ressortissants chinois kidnappés 2 jours plus tôt dans l'usine sucrière de Siribala, qui est le fleuron de la coopération sino-malienne. Donc, pour le JNIM, la stratégie, elle est claire. Encercler la capitale malienne, essayer de pouvoir décourager les coopérants internationaux qui travaillent avec le Mali, tout en menant une forme de guerre économique à Bamako en instaurant un blocus sur les axes routiers menant vers les pays côtiers afin de pouvoir intercepter donc les livraisons et les munitions qui arriveraient directement vers Bamako. Donc ça, c'est ce qui s'est produit le 23. Mais après donc plus d'1 mois de négociations, les 2 otages émiratis et l'Iranien qui ont été enlevés par ces forces-là le 23 septembre dernier ont recouvré la liberté. L'échange s'est fait près de Gao apparemment, dans la soirée du mercredi 29 octobre. Les preneurs d'otages ont obtenu donc le versement d'une rançon de 50 millions de dollars. Apparemment, ils auraient demandé 100 millions au départ et après des négociations, ils sont arrivés à 50 millions. Mais surtout, ils ont reçu derrière plusieurs tonnes d'armement. Ils ont donc été remis, les otages ont été remis aux autorités maliennes mercredi soir. Ils ont ensuite quitté Gao jeudi matin à 10 h, heure locale, à bord d'un vol en direction de Bamako. Et il était question de pouvoir rencontrer derrière le président Assimi Goïta. Mais en réalité, les négociations ont duré plusieurs semaines parce que plusieurs conditions imposées par le JNIM posaient problème. Ils ont notamment demandé, comme je disais, en plus de l'argent, des tonnes d'armement et la libération de leurs combattants qui étaient détenus dans les prisons maliennes. Conditions qui finalement ont été intégrées à l'accord. Du coup, d'après les informations de Jeune Afrique, au moins une vingtaine de tonnes d'armes et de munitions ont été acheminées avec le concours de commerçants appartenant à la communauté Toubou, opérant au Tchad et en Libye. Il s'agit donc d'un convoi de pick-up qui a remis l'armement aux personnes du JNIM. En parallèle à ces négociations, un échange de prisonniers a aussi eu lieu. Selon plusieurs sources, d'après l'article de Jeune Afrique, on aurait entre 35 et 65 djihadistes détenus dans les prisons maliennes qui ont été échangés contre plusieurs dizaines de soldats maliens qui, eux, étaient aux mains du JNIM. La prise d'otages, rappelons-le, a été menée le 23 septembre au soir par des hommes armés qui avaient fait irruption sur la propriété privée d'un ressortissant émirati, une ferme et un petit aérodrome privé de Tadianabougou, dans la commune de Sanankoroba, à 38 km de Bamako. Ils avaient fait des films, les membres du JNIM, auprès des différents avions dans le hangar, qu'ils ont diffusés derrière sur leurs canaux. Que pensez-vous de cette stratégie consistant à payer quand des membres de certains pays sont pris en otage? Déjà, que font 2 Émiratis et un Iranien dans une zone aussi sensible? Ce sont quand même des personnes qui appartiennent à des pays qui ont beaucoup de renseignements. Comment expliquer qu'ils soient restés à cet endroit-là et que derrière, ils se fassent kidnapper et que, au final, les sommes demandées soient aussi importantes? Bref, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre dans tout ceci et peut-être qu'avec les prochaines semaines, nous aurons davantage d'informations pour comprendre aussi la position du gouvernement malien par rapport à tout cela, qui jusqu'à présent n'a pas communiqué dessus. Peut-être qu'il ne voulait pas enfreindre le processus de négociation, mais il faut aussi dire que ça fait du bien que des FAMA qui avaient été pris par le JNIM retrouvent leur famille et rentrent chez eux. Et ça aussi, ça donne un baume au cœur. Mais que va-t-il advenir des prochaines semaines quand on a financé aussi lourdement un groupe comme celui-là? Et que disent les Américains qui sont très proches, bien évidemment, du JNIM, sachant qu'ils ont, il y a de cela quelques semaines, demandé à leurs ressortissants de quitter le pays? Est-ce que c'était en crainte de ce genre de kidnapping aussi? Quoi qu'il en soit, dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez.